Oh, hoje vamos falar de la Revolução Francesa. O que eu pensei em fazer? Falei, bom, o que eu vou fazer para ele? Vocês sabem que o assunto da Revolução Francesa não é um assunto de 10 minutos, nem de 20, de uma hora. É um assunto de dias, de semanas, de meses. Não, realmente, eu já li muito a respeito. E aí tem historiadores, historian, contra, pro, a mesma pessoa, ela sai bem na história, ela sai mal na história. Ou seja, tem sempre uma interpretação bastante histórica. Obviamente, fatos são fatos. E contra fatos não há argumentos, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eu vou falar de uma forma rápida, vou fazer isso em 3 partes, tá bom? 3 partes. Primeira parte, je vais planter le décor. Vamos falar do cenário primeiro, porque às vezes tem pessoas que não sabem o que é a Revolução Francesa mesmo. A quoi ça correspond? Corresponde a quê? O que aconteceu? Qual foi o propósito disso? Quem causou isso? E assim por diante. E não há melhor coisa que aprender francês, fazer um pouquinho de história, uma coisa que é relevante para a maioria de vocês. E quando a coisa se torna relevante, você acaba fixando com muito mais facilidade. Então, isso é o propósito da história. Obviamente, a Revolução Francesa é um assunto pesadinho, no sentido é cheio, é repleto de detalhes, mas não importa. Eu quero que vocês entendam o contexto, entendam os maiores eventos que aconteceram. Depois, esse aqui é a fase 1. Então eu vou fazer isso em francês e vou fazer isso em português. Mas primeira coisa, vou fazer um exposé, uma mini apresentação sobre a Revolução Francesa, tá bom? Primeira coisa, alors, vou falar em francês, d'accord? C'est parti, je parle maintenant en français. Je vais boire un petit peu d'eau. Est-ce que vous êtes prêts? Vocês estão prontos? Bon. Alors, je vais vous parler maintenant de la Révolution. Vai ser um bom exercício porque eu vou falar somente em francês, tá? Durante uns 5 ou 10 minutos. Bon, alors, je vais vous parler maintenant de la Révolution française. Alors, la première chose que vous devez savoir, et qui est très importante, c'est que la période, quand on parle de Révolution française, on parle d'une période d'une dizaine d'années. Entre 1789 et 1799. D'accord? Je t'intéresse nos números, tá? Donc, 10 ans, on peut parler d'une dizaine d'années qui a été très mouvementée, une période très importante dans l'histoire de France. Alors, je veux que vous ayez en tête 5-6 dates, voilà, pour que vous compreniez les enchaînements. Alors, la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en 1789, la situation économique de la France était très grave. Autrement dit, il y avait une crise économique, une crise sociale. Alors, un élément qui est marrant, aujourd'hui, quand on parle de marché, de bourse, on a l'indice du Big Mac. Bon, l'indice du Big Mac, de McDonald's. Bon, à l'époque, la référence, c'était quoi? C'était le pain. Le pain, c'était l'élément fondamental et il fallait absolument que le pain soit accessible pour pouvoir nourrir toute la population. Donc, la situation s'aggrave, la situation économique devient vraiment... elle empire d'année en année. Et on arrive en 1789 avec le prix du pain qui atteint plus de 75%. Donc on va prendre un exemple. Si le pain coûtait à l'époque, on va dire 1, il coûtait presque 2. Donc c'était énorme. Il faut se remettre dans le contexte et vous allez voir, vous allez vous rendre compte que ça c'était un élément déterminant. Ça rappelle un petit peu ce qui est arrivé il y a 2 ans et demi, 3 ans, avec les gilets jaunes. À cause d'une hausse d'essence, la hausse de l'essence, il y a eu presque une petite guerre civile en France. Donc, c'est bien dans les gènes et dans notre esprit de faire des révolutions. Ce qui n'est pas énormément, on va dire, dans la culture du Brésilien. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se remet dans le contexte. On est en 1789. On a un roi, c'est une monarchie absolue. Le roi, c'est Louis XVI.
Louis XVI, qui est marié à Marie-Antoinette d'Autriche, Marie-Antoinette. Le peuple est révolté, le peuple en a marre, parce que c'est une crise économique. Il y a autre chose qui se passe. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a 3 ordres. Alors c'est quoi 3 ordres? Il y a 3 catégories dans la société. On a le tiers-état, on va dire c'est la plus grosse partie de la population. Alors ça représente les commerçants, les artisans, les avocats, bref, on appelle ça les roturiers d'ailleurs. Donc c'est le tiers-état qui représente 95% des personnes. Puis nous avons la noblesse, donc ça veut dire les personnes on va dire qui descendent de la royauté, du roi. Et nous avons également le clergé. Alors le clergé, simplement, ce sont, on va dire, la branche catholique, religieuse. Et donc on a ces 3 ordres. Et il faut savoir que le tiers-état souffre beaucoup du fait de cette crise. En revanche, la noblesse et le clergé s'en sortent bien. Pourquoi? Parce que il faut que vous sachiez 2 choses très importantes. La première chose, c'est que il n'y a que le tiers-état qui paye des impôts. D'accord? Donc, il paye des impôts au roi. En revanche, la noblesse et le clergé ne paient rien du tout. Donc ça, c'est un facteur. Donc voilà, ce qu'on appelle une pompe Afrique, on va dire vulgairement parlant. Et le deuxième aspect, il y a donc vraiment des droits qui sont tout à fait disparates, puisque le tiers-état paye des impôts, la noblesse n'en paye pas, le clergé n'en paye pas. Ils ont un droit de chasse que le tiers-état n'a pas. Donc il y a beaucoup de différences. Et on arrive justement Alors, retenez cette date, très importante. Il y a l'existence donc de ces privilèges, et on va arriver à l'abolition de ces privilèges. Comment on va arriver à l'abolition de ces privilèges? Le 20 juin 1789, retenez cette date, le 20 juin 1789, il y a ce qu'on appelle le serment du jeu de paume. Alors, pourquoi le jeu de paume? C'est parce que c'était une salle qui s'appelait la salle du jeu de paume, qui se trouvait à Versailles. Bon, on dit la paume de la main, voilà, le jeu de paume, et ça se trouvait donc à Versailles. Et là, il y a en fait ce qu'on appelle aujourd'hui comme une assemblée, une assemblée, on va dire, à l'époque, ce qu'on appelait à l'époque les États généraux. On ne va pas rentrer beaucoup dans les détails, mais les États généraux, ils se réunissent à Versailles. Alors, c'est comme si c'était une assemblée. Imagine une assemblée. Donc, tu as le clergé, tu as la noblesse et tu as le tiers-État. Et ils essaient de voter des lois en faveur du tiers-État. Le tiers-État veut faire passer des lois. Me semble-t-il, il y avait à peu près comme 200 personnes qui représentaient le tiers-État. Il n'y arrive pas et il y a une défaite. D'accord ? Donc ça, c'est le premier élément. Il n'y arrive pas, le tiers-État n'arrive pas à faire passer ses idées. Donc, qui est derrière le tiers-État? C'est simplement le peuple. Et le peuple est fatigué et n'arrive plus à joindre les 2 bouts. À joindre les 2 bouts intéressantes. Bon, on est le 20 juin. 3 semaines plus tard, même pas 3 semaines, le 14 juillet 1789, c'est simple, la révolution commence. Alors, qu'est-ce que c'est la révolution qui commence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple se révolte, tout simplement. Et on va aboutir, d'une manière résumée, on va aboutir à l'abolition de la monarchie, et on va créer de nouveaux rapports sociaux au sein de ce peuple français. Donc, on va dire que le 14 juillet 1789, alors bien sûr, il y a beaucoup d'émeutes, il y a une révolte, il y a beaucoup de sang, mais on va dire que la liberté est rendue au peuple. C'est pour ça que c'est tout un symbole, et c'est pour ça que l'on fête tous les 14 juillet, notre fête, c'est devenu la fête nationale. Alors, ça a été voté, je crois, en 1870,
C'est vraiment devenu officiellement une fête nationale. Mais qu'est-ce qui se passe le 14 juillet 1789 ? C'est important. Les émeutiers, on va dire les personnes qui en ont marre, le peuple qui ne mange plus, qui a faim, et alors de voir que la noblesse et le clergé vivent d'une manière très aisée, tranquille, et eux, ils crèvent de faim. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pillent l'arsenal de l'hôtel des Invalides, ils volent, où il y a des armes et des canons. Ils se rendent ensuite aux portes de la Bastille. Intéressant. La Bastille, en fait, c'était le symbole de l'autorité du roi. C'est important que vous sachiez ça. C'était la prison, c'était une forteresse, et c'était la prison du roi. Et à l'époque, il n'y avait pas de procès. On disait un tel, tu vas en prison, et c'était fini. Donc, ils attaquent, ils libèrent les quelques prisonniers qu'il y a. Si je ne m'abuse, il y a 7 prisonniers. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la prise de la Bastille. Alors, la Révolution est en marche. Dans les jours qui suivent, la bourgeoisie française, elle se révolte contre les seigneurs en signe de soutien. Donc, il y a toute cette révolution qui arrive. Et là, vraiment, la monarchie vit ses dernières heures, telle qu'on l'entend. La monarchie absolue. On va passer à un autre régime, qui est la monarchie constitutionnelle. D'accord ? Donc, il faut que vous reteniez ça, depuis le 14 juillet, pour tous les Français, le symbole de la liberté, on va dire retrouvée, de la démocratie, de la volonté que personne ne se laisse gagner par aucune forme d'oppression, c'est ça qui arrive le 14 juillet. C'est pour ça qu'en 1880, c'est devenu officiellement la fête nationale. Donc c'est ça, c'est le symbole de la liberté. Alors, c'est important, juste pour que vous compreniez, on passe, bien sûr, quels sont les événements à suivre ? Il y a donc cette révolution qui commence le 26 août 1789. Écoutez bien, donc on est le 14 juillet, il y a une révolution. Le peuple, entre guillemets, prend le pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous parlerai après des couleurs du drapeau français. Alors c'est bleu, blanc, rouge. Le blanc, d'accord, c'est le signe de la royauté. Et le bleu et le rouge, ce sont les couleurs de Paris. Donc, c'est quoi ? C'est le peuple, c'était la capitale, Paris, le peuple qui encercle le roi, qui prend le pouvoir. Et le rouge, on l'a beaucoup associé aussi à la couleur du sang. Et donc, le 26 août 1789, à nouveau, il y a ce qu'on appelle le serment du jeu de paume. Alors, c'est intéressant parce que ça donne naissance. Alors là, qu'est-ce que c'est le serment du jeu de paume ? C'est simple. Ce sont à nouveau le tiers-état, la noblesse et le clergé qui se réunissent. Et ils disent, écoutez, on va faire un serment. On ne sort pas d'ici, imagine une assemblée, on ne sort pas d'ici tant que nous n'arrivons pas à une nouvelle déclaration, une nouvelle constitution, un nouveau départ. Et donc, le 26 août 1789, cette assemblée constituante va donner naissance à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui aujourd'hui, à l'ONU, elle est reprise par la plupart des pays. C'est pour ça qu'on dit souvent, la France, c'est vraiment le pays des droits de l'homme. Voilà, c'est pour ça. Donc, et là on passe d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Le roi Louis XVI et Marie-Antoinette, ils sont vivants. Le seul problème, c'est qu'entre juin et août, le roi, lui, il n'accepte pas la situation. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Il essaye de dialoguer avec les autres puissances européennes, et notamment l'Espagne, parce qu'ils sont cousins, presque, c'est ça, les Bourbons, et en disant « venez m'aider ». Donc, la France, le peuple, résiste à des attaques étrangères. Et le roi Louis XVI commet l'erreur, en 1791, 2 ans plus tard. C'est-à-dire qu'on est passé
un régime de monarchie constitutionnelle. On a une constitution, c'est important. Je vais revenir après sur la Déclaration des droits de l'homme, qui est importante. Mais on a une constitution. Et on a un roi et une constitution. Monarchie constitutionnelle. Sauf que le roi, il commet l'erreur, parce que quand on est roi, on ne s'habitue pas à ne pas régner, on veut avoir tous les pouvoirs, et il essaie justement de faire bouger les choses pour que d'autres pays l'aident. Il échoue, et qu'est-ce qu'il fait le 20 juin 1791 ? Il s'enfuit. Voilà. Donc, les Français, ils disent, attends, impossible ça. Ils se sentent quoi ? Trahis. Mais il est où notre roi ? Eh ben voilà, c'est un traître. Il a quitté son peuple, il a fait tout ça contre nous, c'était déjà très difficile à l'époque, et maintenant il s'enfuit. Donc, c'est simple, il est rattrapé à Varennes, et le 21 janvier 1793, à 10h20 du matin, il est guillotiné. Marie-Antoinette, elle aura un procès expéditif, où elle sera accusée de haute trahison, bien sûr. Et le 16 octobre 1793, elle sera également guillotinée. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, en parlant un petit peu de la Déclaration des droits de l'homme, il faut que vous sachiez, voilà, subjonctive, il faut que vous sachiez que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle fait partie intégrante, elle fait partie intégrante de notre Constitution. Puisqu'en fait, si vous prenez la Constitution de la France, actuellement, elle est dans le préambule. Donc, elle a une valeur constitutionnelle. Et en fait, à travers son préambule, et ses 17 articles, elle définit des droits qu'on appelle en droit des naturels et imprescriptibles. Donc, on défend la liberté, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de liberté. Il y avait des seigneurs, qui avaient pratiquement des esclaves. Il y avait donc, on défend la liberté, on défend la propriété, c'est très important. On défend la sûreté, donc le côté sûr, que voilà, on ne va pas atteindre à ma personne parce que je suis du tiers état ou parce que je suis d'une autre classe sociale. Et on met vraiment dans cette déclaration la résistance à l'oppression. Et elle reconnaît bien sûr l'égalité devant la loi et la justice pour tout le monde. C'est ça qui est important. Donc c'est pour ça qu'on dit après le triptyque, égalité, liberté et fraternité. Donc c'est ça qu'on reconnaît. Et bien sûr, c'est la première fois qu'on sépare les pouvoirs. Et ça, c'est très important. Donc voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour vous situer. Bien sûr, après, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir d'autres événements. Napoléon Bonaparte n'est pas très très loin, puisque en début 1804 jusqu'à 1815, il devient l'empereur de la France. Donc la France, elle passe par 10 années entre 1789 et 1799, une période un peu trouble, bien sûr. Et après, Bonaparte prend le pouvoir, devient empereur, le consul, Napoléon Bonaparte. Et, bien sûr, en 1815, on voit réapparaître. Alors, il y a une autre révolution qui va se passer en 1830. Et après, on va à partir de 1848... Alors, il y a Charles X entre 1815 et 1830, mais je veux dire, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'à partir de 1848, on a vraiment la Deuxième République, après la Troisième, la Quatrième et la Cinquième. On est sous la Cinquième République depuis 1958. C'est Charles de Gaulle qui l'a vraiment établi. Donc voilà. Donc, c'est important de comprendre que c'est l'abolition des privilèges, c'est la fin de la monarchie et c'est vraiment une nouvelle vie qui s'ouvre pour tous ces Français. Voilà. Est-ce que vous avez aimé ?